Il est vrai qu'un entrepreneur se réveille pas le matin en se disant « je veux devenir éco-responsable ». Son premier motif, c'est comment je rends mon business qui est de la livraison de pizza concurrentiel face à un Deliveroo ou un Uber Eats. Je peux pas toucher ma masse salariale, j'ai besoin des gars pour faire des pizzas. Je peux pas toucher ma matière première. En revanche, j'ai un véhicule qui est très coûteux et qui représente entre 5 et 10% de mon chiffre d'affaires. Avant, tout le monde nous regardait comme des fous. Jamais un livreur va descendre de son scooter pour monter sur un vélo. Personne ne se pose la question. Aujourd'hui, la livraison se fait à vélo. On a fait du vélo parce qu'on n'a pas trouvé chaussures à notre pied. Et qu'à l'époque et encore aujourd'hui, t'as pas de vélos deux roues qui sont pensés pour un usage intensif et pour la livraison du dernier kilomètre. La réalité, c'est que toutes les boîtes du hardware, c'est pas évident de trouver de la dette. Il faut choisir à qui tu t'adresses. Et aujourd'hui, on doit avoir 2500, 2700 vélos qui circulent. À Madrid, on a ouvert en février 2025. Ce fameux dernier kilomètre n'est pas bien payé par les donneurs d'ordre. Le Amazon Prime, pour te dire la livraison est gratuite, la livraison n'est absolument pas gratuite. Ceux qui font la livraison ont des marges très faibles et ils ont une santé économique très fragile. Et les premiers qui sont impactés, c'est nous. Bonjour Asma. Bonjour Pierre. Merci beaucoup d'être là ce matin. Avec plaisir, franchement un vrai plaisir. Je suis très content de t'avoir. On va parler de Véli-Vélo ce matin. Une belle aventure. Ça fait déjà un petit moment. Ça fait combien de temps déjà ? Ça fait création 2017, mais début de commercialisation 2019. T'as un parcours hyper riche, parce qu'on parlait d'amortissement juste avant. Amortissement comptable, comment on amortit un vélo, la valeur résiduelle d'un vélo. Des sujets que je maîtrise plus depuis très longtemps. Je me revois à faire des petits tableaux d'amortissement. Il y avait des trucs genre linéaires, dégressifs. Il n'y avait pas des choses comme ça. Tout à fait. Mais je sais plus le faire. Hein. Donc on va pas le faire. Et il faut pas que tu me poses ces questions-là. Mais avant de rentrer dans ce vif du sujet qui est le vélo, la livraison, le dernier kilomètre et plein d'autres sujets, est-ce que Asma, tu peux te présenter aux personnes qui nous écoutent ? Oui, bien sûr. Moi, c'est Asma, j'ai 39 ans. Je suis maman de 2 petites filles de 11 et de 9 ans. Je suis née, j'ai grandi au Maroc. J'ai fait mes études dans un établissement français à l'étranger. Je suis venue faire mes études en France après. J'ai commencé par une prépa à Grenoble. Très particulier pour une Marocaine qui n'a jamais vu de neige tomber. Donc, arriver dans un environnement de belles découvertes. Et puis, un parcours plutôt d'expertise comptable et de finance à la Sorbonne. J'ai commencé ma carrière chez EY, où j'ai passé une dizaine d'années, où j'étais spécialisée dans les startups et les scale-up, où j'ai accompagné un certain nombre d'entre elles dans leur croissance ou leurs opérations en capital. Donc, j'ai travaillé notamment pour Deezer, Blablacar, Vestiaire Collective, quelques opérations d'IPO, etc. De belles boîtes. Voilà, c'est ça. Et aussi d'autres belles boîtes peu connues par le public, mais on a de très belles pépites et de très belles scale-up françaises, pas forcément grand public, très B2B, axées aussi tech, etc. Et puis, en 2019, la volonté de passer de l'autre côté, en ayant côtoyé autant d'entrepreneurs aussi inspirants les uns que les autres, que j'ai voulu passer de l'autre côté et donc création de Véli-Vélo. Ouais. T'es la première Marocaine, je crois, qui passe sur le podcast. Chouette, je pourrais m'en vanter. Et non, mais c'est assez fou parce qu'en ce moment, il y avait une grosse hype autour des Marocains et du développement, je dirais, du Maroc. Et cet épisode, je le dédie à Anas, qui est manager et qui a aussi grandi en partie au Maroc et qui m'a beaucoup bassiné avec la tech marocaine et son développement et surtout, je dirais, une forte diaspora, si tu me permets du terme, avec beaucoup de développement. Et ce que tu m'as dit sur « Ah, c'est la première fois que je vois de la neige en prépa à Grenoble », en fait, lui n'était pas à Grenoble, mais en fait, j'ai l'impression que les Marocains se retrouvent un peu décimés aux quatre coins de la France quand ils arrivent en prépa. Et ils se retrouvent à Brest, je ne sais où en France. Et c'est un peu un dépaysement parfois pour certains. C'est un sujet qu'on peut traiter un petit peu. Bien sûr. Comment ça se passe ? Parce que aujourd'hui, le Maroc, ça commence à se développer quand même assez fort. Il y a des grands salons, le GITEX au Maroc, qui se développent bien. Il faudra que je vienne à chaque fois. Il faut que j'essaye de m'organiser. D'ailleurs, c'est bientôt. C'est bientôt, c'est du 4 au 7 avril. Ouais, c'est bientôt. Donc, il faut que je vois pour essayer de prendre mes billets et venir au Maroc à cet événement. Comment ça se passe, Asma cette double culture marocaine, française, comment on le vit ? C'était peut-être une question qu'on t'a beaucoup posée, mais comment ça se passe ? Écoute, le Maroc est un pays assez particulier parce qu'il a cette position et situation géographique qui fait qu'il est à la fois africain, à la fois un pays arabe et à la fois un pays occidental. On est quand même à 12 kilomètres de l'Espagne,
en ferry. Donc, on a un pays qui est imprégné de toute cette culture, une culture musulmane aussi, une culture chrétienne et une culture juive, avec une très belle et grande communauté de juifs marocains qui résident encore aujourd'hui au Maroc. Et donc, cette multiculturalité du pays fait que on a une grande diaspora parce qu'on a cette ouverture vers le monde. Si on regarde aussi l'histoire du Maroc, on a le nord du Maroc qui a été sous influence espagnole, où les Marocains parlent très bien espagnol et c'est leur deuxième langue. Tu parles bien espagnol, toi aussi? Alors moi, je suis pas du Nord, mais alors je parle un peu espagnol, mais pas comme les gens du Nord. Ouais. Tu as le centre du Maroc qui, eux, sont plutôt des francophones, des francisants. Et puis, tu as le sud du Maroc qui a à nouveau quelques empreintes portugaises, comme Essaouira qui s'appelait avant Mogador, etc. Donc, on a déjà linguistiquement, on est... pour monter je dis souvent aux jeunes entrepreneurs au Maroc, pour monter une app B2C au Maroc, faut être capable de faire cette app en multilangue parce que c'est compliqué de capter un peu tout le monde. Et donc, ce qui fait que les Marocains, souvent, pour faire leurs études, partent à l'étranger. Bon, pour les francophones et les francisants, les 3 destinations phares, c'est la Suisse, la France et le Canada, Montréal. Bon, moi, j'ai pas fait le choix de Montréal. J'avoue que le froid et l'éloignement, le décalage horaire, C'est loin. voilà, c'était loin. Donc mon choix s'est porté sur la France, comme c'est le cas, je pense, d'à peu près 80% des lycéens qui quittent un établissement français. Et puis, forcément, quand tu viens y faire tes études, t'as un flux qui représente des gens plutôt cultivés et qui font des études. Donc c'est une diaspora plutôt qualifiée. OK. Qui vient faire des écoles de commerce, des écoles d'ingé. D'ailleurs, je pense que les Marocains sont la première communauté étrangère sélectionnée chez Polytechnique. Donc, je pense qu'il y en a 45 qui ont intégré cette année. Mais apparemment, c'est parce que vous avez aussi un petit pôle d'excellence. Ouais. J'ai entendu parler un peu d'une prépa ou d'une école où, en quelque sorte, dès très jeune, tu peux être sélectionné, rejoindre cette prépa ou cette école très sélective. Ouais, mais en fait, et on a qui plein de forme petites prépas. qui forme à l'élite, je dirais, et à atteindre le Graal. Oui, Peut-être oui. pour vous qui est Polytechnique, comme l'est pour un Français d'ailleurs. Oui, oui, c'est ça. Et puis, tu sais, on a encore... C'est un pays en voie de développement qui avance très vite et on a tous la très forte conviction que le seul moyen de méritocratie et d'ascension sociale, ce sont les études. Il y a pas d'autre moyen aujourd'hui qui a été inventé dans le monde qui permet d'avoir une ascension sociale autre que celle des études. Donc, très axé sur les études, très matheux, il semblerait. Et donc effectivement, pas mal de fondateurs dans la tech qui sont marocains, une petite mafia tech marocaine. On parlait tout à l'heure de Hitch, c'est Teddy est d'origine marocaine. On a une belle petite diaspora de... Ouais, j'en ai plein en tête, Ouais, des voilà. entrepreneurs marocains. Non, mais c'est fou. Et c'est hyper important que tu dises ça parce que est-ce que tes origines, ou en tout cas la manière dont tu as grandi, a façonné Véli-Vélo? C'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé de Ouais. Véli-Vélo jusqu'à maintenant, mais en vrai, c'est le point central de notre épisode, Ouais. parce que je pense que tu pourrais écrire un livre sur l'histoire de cette boîte et comment ça Yes. s'est vraiment passé. Ouais. Est-ce que on dit souvent que c'est ce qu'on vit dans le passé qui ressurgit un peu plus loin dans sa vie. Des fois, ça prend 2 ans, 5 ans, des fois, c'est 20 ans après. On finit souvent par atterrir là où on devait vraiment atterrir. Ouais. Est-ce que ça a été ton cas, Asma? Oui, forcément, forte influence. Notre background respectif. Donc, moi, j'ai 2 cofondateurs, Othman et Jamil, avec des compétences et des expertises très complémentaires et différentes. Othman et Jamil, d'anciens restaurateurs, c'était d'anciens franchisés Domino's Pizza. Donc, ils avaient des Domino's Pizza dans Paris et faisaient de la livraison de pizza, un peu en fast-food, en quelque sorte. Et puis moi, plutôt un côté financier, managérial, eux, terrain, connaissent parfaitement le terrain. Ils comprennent parfaitement les difficultés que peuvent rencontrer nos clients, comprennent très bien les enjeux du last mile, les difficultés, comment bien adresser ces pain points. Et puis moi, plutôt, comment rendre cette idée pérenne dans son business model. OK. Tu veux dire que tes associés, ils l'auraient pas fait sans toi?
Et toi, tu l'aurais pas fait sans eux. Vice-versa. Franchement, vice-versa. Moi, j'ai toujours eu un peu très intéressée, passionnée par tout ce qui est location-financement, parce que je trouve que c'est un business model qui est très sain dans sa manière de construction, d'avoir un actif qui puisse générer des avantages économiques, et puis tout l'enjeu est de faire en sorte de gérer sa vétusté pour qu'il puisse avoir une durée de vie assez longue. Enfin voilà. Et puis le terrain, parce que la réalité, c'est que Véli-Vélo est né quand même d'un besoin terrain, qui était une évidence. Qui était une évidence à cette époque-là, qui ne l'est plus aujourd'hui. Okay. C'était quoi l'évidence alors, Bah, Asma? Parce que pour toutes les personnes qui nous écoutent, ils se disent: «Mais super, Pierre et Asma, ils sont en train de parler de Véli-Vélo». Mais c'était quoi à l'origine Véli-Vélo? Bah, écoute, l'évidence, c'est qu'on livrait avec des scooters thermiques qui ne sont absolument pas adaptés pour ni l'activité de livraison, ni une agglomération bondée. Alors, c'est pas adapté pourquoi? Parce que c'est au-delà du côté écologique, éco-responsable, et cetera, parce qu'il est vrai qu'un entrepreneur se réveille pas le matin en se disant: «Je veux devenir éco-responsable». C'est pas son premier leitmotiv. Son premier leitmotiv, c'est, en tout cas, le leitmotiv d'Othman et Jamil était de dire: «Comment je rends mon business qui est de la livraison de pizza, concurrentiel face à un Deliveroo ou un Uber Eats. Et il faut que je regarde mon PNL et que je puisse optimiser mes charges. Je peux pas toucher ma masse salariale, j'ai besoin des gars pour faire des pizzas. Je peux pas toucher ma matière première, j'ai besoin de ma mozza, de ma sauce tomate, et cetera. En revanche, j'ai un véhicule que j'utilise pour faire la livraison, qui est très coûteux et qui représente entre 5 et 10% de mon chiffre d'affaires. OK. Et qui, en plus, n'est pas adapté. Pourquoi? Parce qu'il y a de la nuisance sonore dans mon magasin et chez les clients, enfin dans le voisinage des clients que je livre. J'ai une difficulté de recrutement parce qu'il me faut un BSR ou un permis, ce que les nouvelles générations ont de moins en moins. Donc tu as aussi Ouais, surtout dans les grandes villes. exactement une difficulté de recrutement qui est importante, et puis des équipiers qui peuvent pas être polyvalents, qui peuvent pas être derrière une caisse et aller livrer de clients, et cetera. T'as un véhicule qui est de moins en moins pertinent en termes de rapidité parce que, les feux, le trafic, la difficulté de stationner, ce que n'a pas le vélo avec toutes les infrastructures qui lui sont dédiées. Et donc tous ces éléments font qu'on livrait avec des scooters parce qu'il y avait pas d'alternative. Et il n'existait pas d'autre alternative que le scooter. Et les vélos qui existaient à cette époque, c'était des vélos qui étaient pensés pour un usage de particulier. Oui. Donc ça veut dire très petite autonomie de batterie, pas des véhicules pensés pour être un utilitaire, pas des véhicules qui soient robustes et solides. Et les livreurs, on les connaît tous, ils sont très peu précautionneux. Ah bon? Voilà. Donc ça prend les trottoirs, ça fait pas attention. Donc il fallait penser le vélo d'une autre manière, c'est-à-dire un vélo qui soit un outil de travail et non pas un vélo qui soit un outil de loisir ou de déplacement pour des trajets particuliers. OK. Et ce constat-là, vous le faites à peu près autour de quelle année? 2017-2018. OK. C'est à ce moment-là où vous avez l'idée de Véli-Vélo? Exactement. Et vous l'avez tous les 3 ensemble? Alors, cette au idée? début, Othman et Jamil ont l'idée du véhicule. OK. Ils avaient la chance d'avoir 3 restaurants et donc une cinquantaine de livreurs et autant de véhicules. Et ça a été un peu notre bêta-testeur. D'accord. C'est-à-dire que et Véli-Vélo n'avait aucune prétention ou objectif d'être une boîte en elle-même. D'accord. C'était Ils ont vraiment une développé la substitution solution pour se dire, en gros, comment je remplace mes scooters Exactement. et en fait, je vais les faire passer en vélo. Exactement. C'était ça le constat vraiment de départ. Exactement. Et ça me paraît fou parce que tu me parles de 50 livreurs Ouais. pour 3 restaurants. Ouais. Donc c'est combien de... C'est une quinzaine C'est une quinzaine d'équipiers. à chaque fois, OK. En roulement, j'imagine. Ouais. OK. En fait, un Domino's Pizza, à l'époque, ça fait à peu près 1 million d'euros de CA annuel. Et donc, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais il me semble que c'était une cinquantaine de livraisons par jour. OK. Ou par, je sais plus si c'était par jour ou par service, c'est-à-dire OK. le service du midi, le Ouais, service peut-être du soir. service. Il fera une centaine de Mais du clients coup, par jour. ça fait beaucoup de flux, sachant que c'est du flux parfois en aller-retour, c'est-à-dire pas de l'optimisation. Pour que ta pizza elle arrive chaude, tu peux pas te permettre d'aller livrer 5 clients en faisant une tournée. Ouais. Donc il y a quand même du flux de livraison jusqu'au point de Quand restauration. tu me parles de flux de livraison et de Domino's Pizza, Ouais. ça me fait penser, moi j'ai grandi à Chalon-sur-Saône, Ouais. il y avait un Domino's Pizza aussi. Et en fait, tu vois, tu parlais de précaution avec les scooters et je revois parce que les voir arriver, tu sais, pour aller chercher la pizza.
arrive avec le scooter, limite, tu vois, tu grilles la ligne blanche, tu arrives, tu poses le scoot en vrac, tu sors le truc. Et ça me fait rappeler ça et je me dis, mais super waouh! accidentogène. Enfin, Je c'est pense. un véhicule très accidentogène. Le nombre de fois où les gars se sont fait appeler parce qu'un des équipiers se retrouvait aux urgences. Enfin, c'est quand même un stress permanent. En plus, tu es responsable, j'imagine? Mais bien sûr, tu es responsable. Tu eu du coup, la réparation aussi est tout aussi coûteuse. Faut changer les pièces détachées, faut faire venir un réparateur parce que comme c'est un outil de travail, le restaurateur, il peut pas se dire: «Je vais prendre le scooter et je vais l'emmener en réparation, chez un réparateur Ouais. dans un atelier». Il faut que le réparateur se déplace en point de vente. OK. Parce que sinon, plus le temps d'immobilisation du véhicule est long, Plus tu perds de plus l'argent. tu perds de l'argent. OK. Et c'était ça tout l'enjeu, de vivre. Donc vraiment c'est pour ça que je disais, c'est vraiment un besoin terrain et c'est très drôle de se mettre quelques années après, parce qu'avant tout le monde nous regardait comme des fous, en nous disant: «Non mais attendez, jamais un livreur va descendre de son scooter pour monter sur un vélo. Hein, franchement les gars, vous vous leurrez, ça va jamais arriver». La réalité aujourd'hui, c'est devenu une commodité. Personne ne se pose la question. Aujourd'hui, la livraison se fait à vélo. On Ouais. voit plus de scooters tourner. Ouais. Ce qui était pas du tout le cas il y a quelques années avant. J'ai vu des évolutions, tu vois, à Dijon, là, je voyais qu'il y a quelques sushi shops qui s'étaient mis plutôt en scooter électrique, Électrique, tu ouais. vois? Ça, c'est aussi l'alternative qui est possible et qui Ouais. répond pas à tout ce que tu disais en pain point tout à l'heure, quoi, tu vois? Bah, tu restes quand même dans les bouchons, tu Ouais. peux pas emprunter les pistes cyclables, ni les voies de bus, ni prendre les rues limitées à 30 km/h dans l'autre sens. Tu as une assurance à payer, ce qui est pas le cas sur un vélo. Tu as Tu quand même pas de même des responsabilité civile sur un vélo usage alors civil si, mais ouais, tu as pas, comme c'est pas un vé alors ce qui est pas le cas pour le scooter d'ailleurs. ouais, Le scooter est immatriculé, ouais. donc il a une plaque d'immatriculation et dans ce cas-là, il y a une assurance qui est obligatoire, tout comme une voiture et cetera. Le vélo n'ayant pas de plaque d'immatriculation, aujourd'hui, il n'y a pas cette obligation d'assurance. Nous, on couvre tout ce qui est vol, casse et cetera. L'assurance professionnelle couvre la responsabilité civile du vélo puisqu'il n'est pas immatriculé, mais il y a pas besoin d'une police d'assurance spécifique D'accord. sur le vélo électrique. Non, mais c'est très clair et justement, quand tu parles de vélo, tu te dis, bah, on a dû concevoir un vélo, en quelque sorte, ce qui est assez fou, Mmh. parce que tu me parles de tes fondateurs qui sont chez Domino's Pizza, Ouais. alors qu'ils sont hyper terrain. Mmh. Toi, tu me dis que tu bossais dans la finance Ouais. et demain, vous vous lancez et vous dites: «OK, on va faire des vélos» et il y a eu des gros scandales là sur des vélos, on peut citer, Marc Simoncini Ouais. qui s'est planté total avec le vélo. En tout cas, il s'est planté. C'était peut-être un side business, donc il Ouais. avait sûrement des gens qui géraient ça à sa place. Mais la conception du vélo en tant que tel, c'est quand même une épreuve en elle-même. Ouais. Et surtout, toi, tu as un environnement qui est très spécifique. Il faut que ça soit de la livraison, il faut que le truc soit robuste parce que potentiellement, tu as des livreurs qui font pas attention à leur outil de travail. Mmh. Surtout, il faut le produire. Et donc, à ces 3 choses-là, comment tu vas faire? Non, c'était une sacrée gymnastique. En fait, on n'a pas produit du vélo parce qu'on avait l'envie de produire du vélo ou l'ambition d'être producteur ou concepteur de vélo. On a fait du vélo parce qu'on n'a pas trouvé chaussure à notre pied et qu'à l'époque et encore aujourd'hui, tu as pas de vélos 2 roues qui sont pensés pour un usage intensif et pour la livraison du dernier kilomètre. Donc les débuts, c'était, prendre de l'existant et puis, bricoler cet existant pour Ouais, qu'il puisse ressembler à ce que l'on voulait pour répondre à ce marché-là. Et donc on prenait, on demandait aux fabricants, à l'époque, on leur disait, «Voici le cahier des charges qu'on aimerait avoir pour un vélo électrique de livraison. Est-ce que vous avez quelque chose qui ressemble peu ou prou à ça?» Et puis, nous on rafistolait, on changeait le moteur, on changeait les freins, parce qu'il y avait pas sur étagère quelque chose qui ressemblait exactement à ce dont on avait besoin. Alors, pour que ceux qui nous écoutent, puissent bien comprendre, parce que ça peut paraître étrange en se disant: «Mais pourquoi un vélo classique ne marcherait pas pour la livraison?» On va pas rentrer dans le détail, mais il y a 3 points qui sont assez faciles de compréhension. Un, c'est ce que je te disais au début, c'est l'autonomie de la batterie et donc contrairement à toi ou à moi, si on prend le vélo pour aller au boulot, on a besoin d'une quinzaine, d'une vingtaine de kilomètres par jour d'autonomie. Un livreur, ça avale les kilomètres. Il est sur son vélo très tôt le matin et il finit son service très tard le soir. Il fait en moyenne entre 45 et 60 kilomètres par jour. Donc il faut qu'il y ait une batterie qui ait la capacité de lui permettre de faire toute sa journée de travail. Pour avoir une forte autonomie de batterie,
c'est physique, c'est de pouvoir y mettre des cellules de lithium. Les cellules de lithium, ce sont des cellules qui sont lourdes et volumineuses. Donc, contrairement à une voiture où tu as de la place sous le capot, où tu peux mettre d'énormes batteries avec beaucoup de cellules de lithium, sur un vélo, tu as un cadre et 2 roues. Et donc, tu as une place qui est très limitée. Donc, il fallait repenser le design pour faire en sorte que la batterie, avec son poids et son volume, parce qu'elle est grosse, puisse s'intégrer dans un cadre. Donc, nos batteries, par exemple, ne sont pas dans le porte-bagages, ce qui est le plus communément utilisé en B2C. Sauf que nous, à l'arrière, c'est pas possible. Tu as des sacs à dos, tu perds la géométrie et le centre de gravité d'un livreur, donc tout le poids est porté à l'arrière, donc tu peux pas rajouter en plus une batterie à l'arrière. Tu peux pas la mettre dans le cadre, parce que dans le cadre, tu as un espace très limité. Or, le sujet, c'est de pouvoir y mettre suffisamment de lithium. Donc, c'est pour ça qu'on a rallongé les vélos et que la batterie se trouve sous la selle. Et ce qui nous permet de mettre des batteries plutôt importantes. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, robustesse. Donc, un alliage de, 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 de fer, enfin, un alliage qui puisse permettre d'avoir robustesse et légèreté. Et le dernier point auquel on ne pense pas souvent, mais qui est le nerf de la guerre, c'est la maintenance facilitée. C'est-à-dire que le vélo doit être pensé comme un puzzle. Les pièces ne sont pas dépendantes les unes des autres. Si le livreur y tombe, qui casse son porte-bagages, il ne faut pas que je me retrouve à changer tout le cadre. Tout le cadre, ouais. Il faut que le porte-bagages soit vissable, qu'il puisse être indépendant des autres. Donc suffisamment techno, pas trop techno. Facile d'accès, j'ai pas besoin de démonter tout le vélo pour accéder au moteur. Et puis penser vraiment utilitaire, j'ai pas besoin de design, j'ai pas les mêmes, je recherche pas la même chose, je donne pas une Ferrari à un livreur. Est-ce que justement c'est super dur de gérer, parce que là tu parles de robustesse et tu parles aussi de ton vélo doit être construit comme un puzzle. Est-ce qu'il y a une adéquation difficile à trouver entre un vélo qui est robuste et un vélo où on peut vite changer des choses? Tu vois, est-ce que si jamais je peux changer facilement quelque chose, c'est hyper pratique? Est-ce que du coup c'est plus fragile? Comment on fait la concession entre les deux? C'est un équilibre. C'est un équilibre à trouver, qu'on n'a pas trouvé tout de suite. Okay. Une fois qu'on a fait ce constat et qu'on a commencé à faire notre propre production, forcément on a essuyé on a fait des loupés sur le produit forcément. Alors nous, l'avantage que l'on a, parce que tout à l'heure tu parlais de Angel et de Marc Simoncini ou d'autres marques. C'était pas visé, hein. C'était pas visé. Non. En fait, ce que je veux dire, c'est que comme nous, on est dans l'utilitaire, on a besoin d'une vraie expérience terrain. Et la réalité, c'est qu'on est très terrain. On est très terrain. On n'a pas d'ingénieurs qui font nos vélos. Nos ingénieurs, ce sont nos techniciens cycles qui font les réparations et qui sont capables de dire attention, pour livrer à Montmartre, parce que tu as du dénivelé, tu peux pas avoir ce type de motorisation, il faut avoir un moteur qui est différent. Qui sont capables de dire la réparation la plus courante, c'est la crevaison. Et donc, si c'est la crevaison, eh bien, on va changer le diamètre des roues. On va pas être sur du 26 pouces, nous, on est sur du 20 pouces, parce que du coup, les rayons se cassent moins, on a moins de pincement. Et donc, c'est fait finalement ce qui n'était pas du tout scalable au début. Parce que quand on disait nos techniciens, c'est du in-house, c'est nos salariés, c'est eux qui font la réparation de notre flotte, ça fait peur aux vici. En disant, attends, mais comment vous allez scaler le modèle, ça marche pas votre histoire. Mais c'est parce qu'on a fait ça qu'on a pu aboutir à un super vélo qui est le mixte parfait entre un vélo et un utilitaire. Je vais vous donner un exemple hyper simple. Les vélos cargo, tu sais, tu vois les vélos cargo qui ont une grande caisse à l'avant. Il y en a qui mettent leurs enfants dedans. Exactement. Eh bien, tu vois, ces vélos cargo, leur caisse, elle s'ouvre vers le haut. Oui. D'accord. Eh bien, nous, nos clients et nos techniciens cycles sont très rapidement venus nous voir en disant, mais quand on livre un colis qui est tout en bas de la caisse, il faut vider toute la caisse. Parce que le colis est inaccessible si l'ouverture, elle se fait vers le haut. En revanche, si tu as une ouverture latérale, eh bien, tu peux accéder à tous tes colis, qui soient en bas ou en haut du tas. Et donc, c'est cette expérience, nous, terrain, qui a fait la vraie particularité de Vélivélo. C'est-à-dire que ce n'est pas des ingénieurs qui sont derrière des écrans à WeWork, qui font la conception du vélo. C'est vraiment des gars sur le terrain qui sont capables de remonter des problématiques terrain. Et d'adapter le vélo. Et ce qui est assez fou dans cette histoire-là, c'est que quand je te parle, je me dis, est-ce que Vélivélo, c'est une boîte de produits ou c'est une boîte de services?
fait, qu'est-ce que vous faites? Et où est-ce que c'est une fintech? Ou est-ce C'est que ça c'est qui est une dingue, fintech? on est Parce une credit que company. j'imagine que tu as peut-être de la donnée sur tes vélos, tu as peut-être des choses à Non, mais c'est surtout on finance ceux dont personne ne veut. ouais, c'est ça. On est un leaser, donc Ouais. on ne vend pas du vélo, on fait, de la mobility as a service. Ouais, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure en off, Exactement. sur des modèles qui sont traditionnels, mais qui n'étaient pas adaptés au vélo. Au vélo, exactement. Donc nous, l'idée, c'est de dire: il faut qu'on propose un outil de travail qui soit accessible aux livreurs, qui sont plus de 100 000 uniquement sur les plateformes. Je ne parle même pas des coursiers, de la cyclo-logistique. Je parle uniquement de la food delivery. Sur les plateformes de livraison, il y a à peu près 100 000 livreurs. C'est quand même une profondeur de marché qui est assez conséquente et significative. Eh bien, ces personnes-là, le constat est très simple. Ils arrivent dans un nouveau pays. C'est souvent des flux migratoires. Ils peuvent pas se faire financer par une banque. Ils peuvent pas se faire financer, par, des outils classiques. Et ils ont pas l'investissement nécessaire pour acheter un véhicule qui est coûteux et qui coûte entre 2 000 et 4 500 € si on parle d'€1. OK. Venir leur proposer de la location leur permet de mettre un pied dans l'économie du pays. Donc c'est one bike, one job. Et c'est ça la différence de Vélo, c'est de dire: «Je vais adresser ces gens-là qui autrement n'ont pas comment faire». Ils faisaient comment avant? Ils étaient sur des Vélib', ils C'est étaient limite sur une des boîte à impact Véligo. alors? Ah mais évidemment, on a une vraie mission, sociétale, d'int en fait, si tu veux, tout le monde pensait que c'était un sous-métier. Et c'est vrai qu'à une époque, c'était un peu un métier opportuniste, fait par des étudiants, pour arrondir les fins de mois. La réalité, c'est que c'est devenu un métier à proprement parler et on l'a vu pendant la période du Covid, parce que seuls ceux qui étaient dans la rue et qui nous livraient nos courses et nos repas, c'était les livreurs et heureusement qu'ils étaient là parce que c'était un peu les héros de la période. Et aujourd'hui, ce métier s'est professionnalisé et même les plateformes l'ont professionnalisé en proposant des mutuelles à cette catégorie de travailleurs. C'est des travailleurs qui sont là et de toutes les manières, j'ai envie de te dire, on changera pas nos habitudes de livraison. Tu vas arrêter de te faire livrer des repas chez toi? Non? Non, voilà. Est-ce que aujourd'hui, c'est devenu dans nos mœurs de consommation. On veut se livrer un peu tout, n'importe quoi, un temps record et à très peu cher. Ouais. Donc on se fait livrer des coques de téléphone, on se fait livrer des bouquins, on se fait livrer tout en fait. Donc maintenant, comment réfléchir pour rendre cette livraison la moins impactante, tant par les émissions de CO2 et donc essayer de décarboner cette livraison du dernier kilomètre et de la rendre viable économiquement en essayant de convertir du CAPEX en OPEX. Et c'est là où je te dis, c'est vrai que je peux te comprendre, on est à la fois une boîte qui fait du produit, qui fait du service, qui fait de la tech, parce que nos vélos sont tous connectés. On fait de la télématique, on est capable d'arrêter le vélo à distance, quand il y a de l'impayé, quand il y a du vol, quand tu es sur une route piétonne et du coup, tu dois limiter la vitesse et la limite à 6 km/h. Donc il y a beaucoup de tech dans l'histoire. D'accord. Et puis on est aussi une credit company, donc on est un financeur, encore une fois, malheureusement pour ceux dont personne ne veut. Ouais. Je te pose cette question-là parce que quand, je te parle là et quand je vois tes réponses, je me dis: «Mais en fait, c'est hyper simple». Ils ont craqué le game. En vrai, c'était quoi les grandes étapes entre le moment où tu as créé Ouais. et aujourd'hui où tu en es? Si tu me parles de vélos ultra connectés, que tes techniciens te font des super retours, peut se dire: «Non mais là, il faut ouvrir de manière horizontale». Ouais. La réalité, quand on est investisseur et qu'on voit ce genre de boîte comme la tienne, Mmh. toutes les forces que tu m'as données, au début, tu les vois en grande faiblesse et tu te dis: «Non, mais là, elles vont devoir gérer le produit, ils vont devoir gérer le service». Ils adressent une population qui est compliquée. Ouais. Et en vrai, cette population qui est compliquée, c'est génial, hein. Le Zizi va dire: «Mais super, tu donnes de l'impact, tu vas filer le premier vélo à quelqu'un, ça va être son premier job». La réalité, c'est qu'il se dit: «Bah, moi, en fait, est-ce que le gars va payer? Comment je vais sécuriser ce que je vais lui donner? Qu'est-ce qu'il va faire du vélo? Comment il va le faire?» En vrai, si tu devais résumer un petit peu ton aventure entrepreneuriale là sur, les dernières années, c'est quoi les grandes étapes qui t'ont marqué et qui vous ont marqué dans le développement? Alors, on est passé par toutes ces interrogations comme tout le monde, même si au fond, on a toujours eu cette conviction. Nous, on a toujours cru, à la force de la livraison, surtout en agglomération bondée avec, des Parisiens, CSP+, cadres, qui se font qui où il y a ce constat de la livraison, de tous les nous, et pourtant on est passé par des phases très compliquées. Le départ du Q-commerce nous a fait beaucoup de mal.
Donc ça nous a fait exploser les Gorillaz, Cajoo, Flink. À l'époque, on débitait 150 vélos par mois. Enfin, donc, et en même temps, ça nous a aussi Tu veux dire de mise de vélos sur le marché, c'est-à-dire tu en mettais 150 par mois, donc tu avais la production qui augmentait, j'imagine, parce que tu devais les mettre en service, que tu dois les financer, ces vélos pour qu'ils rentrent. Et ensuite, tu dois suivre. Donc en gros, globalement, plus tu as de demandes, plus tu as de vélos. Et le jour où la demande baisse, tu fais quoi de tes vélos? Surtout qu'ils s'en vont. Donc, nous, quand le Q-Commerce a quitté le marché français, on avait quasiment 1500 vélos en circulation chez eux. C'est quand même 150 000 € de MRR mensuel. Une boîte qui a 3-4 ans, qui n'a pas un portefeuille suffisamment diversifié pour faire face à autant de concentration. Donc, c'était très compliqué. Et c'est là où on s'est dit... Alors, et les livreurs auto-entrepreneurs, pourquoi on ne les adresse pas, en fait? Parce que tu adressais qui au départ? Que les flottes. Que du B2B pur. Que du B2B pur. Je faisais que du B2B pur. Tu fais pas de l'individuel, par exemple, ton chauffeur, ton chauffeur qui est là et qui te livre je sais pas quel colis, tu le targetais pas en tant qu'auto-entrepreneur. Non, pour les raisons que tu as évoquées. C'est-à-dire de dire, c'est une population compliquée, je ne connais pas le taux d'impayé, je ne connais pas le taux de casse, je ne connais pas le taux de vol. Bon, finalement, on s'est trompé sur toute la ligne. C'est vrai? Parce que c'est des super clients, c'est leur outil de travail. Et ils n'ont pas d'alternative de travail à part faire de la livraison. Donc, s'ils pètent leur vélo de livraison, ils se retrouvent sur le marché du travail sans emploi. C'est pas des employés, c'est pas une catégorie qui peut se dire c'est pas grave, si je travaille pas sur une plateforme de livraison, je vais pouvoir faire autre chose. Il y a une barrière de la langue qui est importante, il y a une barrière culturelle, ils sont confrontés. C'est quand même un métier très précaire et ils sont dans une certaine précarité. Bon, c'est pas très sympa de dire ça, mais leur précarité fait en sorte qu'ils sont très précautionneux, à la différence d'un salarié livreur. D'accord. Le salarié livreur d'un Domino's Pizza ou d'un Pizza Hut, il sait que quoi qu'il arrive, c'est son employeur qui va payer la casse, c'est son employeur qui va payer s'il y a un vol de vélo, si c'est son employé qui va payer la gestion de sa flotte. Un auto-entrepreneur, c'est s'il fait pas attention à son outil de travail, il n'a pas comment travailler. Oui, c'est ça la grande différence. Et donc en fait, tu penses que globalement, quand les gens sont arrivés dans ce métier-là, ils ont eu peur de la cible finale, qui était ton livreur auto-entrepreneur qui a parfois la barrière de la langue, qui arrive et qui fait son premier job, alors qu'au final, c'est celui qui fait le plus attention à son outil de travail. Et c'est assez fou que tu dises ça, parce que j'en parlais l'autre fois avec quelqu'un qui a beaucoup investi dans l'immobilier, et il me dit, tu sais Pierre, les plus mauvais payeurs, c'est pas souvent ceux qui sont le plus dans la galère, c'est ceux qui ont le plus et qui te saoulent le plus. Et donc en fait, là, c'est le cas évident pour toi. Tout à fait, mais ils sont hyper heureux qu'on leur dise on va vous financer, on va vous louer le vélo, et puis on fait super attention. Enfin, alors déjà dans les équipes on est multilinguistique, donc il y a beaucoup de maghrébins, beaucoup de personnes qui viennent d'Asie, beaucoup de latinos et donc d'un langage, d'une langue plutôt espagnole. Donc on a adapté aussi tous nos outils. On a des supports de onboarding avec en arabe, en français, en anglais, enfin voilà. Alors attention, c'est pas pour autant que c'est pas une population qui est difficile. C'est-à-dire que tu peux le faire que si tu maîtrises parfaitement ton outil et la tech de ton outil. Le fait de pouvoir gérer à distance le véhicule, en fait, diminue ton risque aussi de vol, etc. En fait, nous, ce qu'on a fait... Tu vas pas retrouver ton vélo demain en Serbie. Exact, mais on est passé par là aussi. Ouais, j'imagine qu'au début, tu te retrouves avec le vélo, tu sais pas où il est, et au début, j'imagine que tu n'as pas pucé ton vélo dès le début, si. Exactement. Ouais, tu l'as pas pucé. Forcément, et puis, comme on est des entrepreneurs un peu atypiques, et qu'on fait du hardware. Et que pourquoi t'es atypique? Parce qu'on fait le hardware, c'est pas fancy, c'est pas sexy dans le monde de la tech. Alors, il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que tu as une vraie barrière à l'entrée. Parce que tu as un produit, c'est pas comme du software ou de la tech pure, où là, tu as une barrière à l'entrée qui est très faible. Tu as une vraie barrière à l'entrée parce que tu gères ton circuit de prod, ton circuit de fournisseur, tu gères tes flux. Enfin, il y a tellement d'éléments très agaçants dans ce qu'on fait, qui fait que tout le monde a pas forcément envie de faire notre métier. Voilà. Donc ça, c'est l'avantage. L'inconvénient, c'est que
un VC n'a pas envie d'investir dans une boîte où les fonds vont aller dans le CAPEX. Et je peux comprendre, c'est trop cher payé. Oui. Autant aller se tourner vers de la dette. La réalité, c'est que toutes les boîtes du hardware, ou même qui ne sont pas du hardware en réalité, qui sont encore dans leurs premières années d'exercice et de commercialisation, c'est pas évident de trouver de la dette. C'est pas du tout évident. On garde quand même une lecture purement bancaire, donc qui va se reposer sur les 3 dernières liasses fiscales, les résultats, est-ce que tu es profitable, pas profitable, ton EBITDA, ton résultat net. Mais quand tu es une start-up, c'est pas le cas parce que tu testes un marché qui est nouveau. Donc en le testant, forcément tu fais des erreurs, forcément tu n'atteins pas ton point de profitabilité au même rythme qu'une PME TPE. Et tu fais le choix entre soit une croissance exponentielle et donc ta top line et ton chiffre d'affaires, soit tu as une croissance plus modérée et là tu peux dire je peux être profitable. Et il y a eu des années où on est passé de le VC veut du CA et craque le marché et on s'en fout, à le VC veut du résultat positif. Ok. Et tu peux pas courir les 2 lièvres en même temps. Enfin, je sais que mes investisseurs vont pas être contents de ce que je dis, mais c'est vrai, tu peux pas courir 2 lièvres en même temps. Ou Toi, t'as alors, fait quel choix alors? bah, nous, on a eu les 2. On a eu une phase, on a eu de la croissance ultra accélérée. Donc, 2021-2022, on a fait x7. Et c'est pas évident de faire x7 quand tu fais du hardware parce que tu gères du tangible. Et après, à un moment donné, il Quand tu fallait. parles de x7, est-ce que tu peux donner l'ordre le départ et l'arrivée un peu de ce chiffre d'affaires ou pas? On était à 250 000 € de CA Ok. et on a dépassé les 3,4 millions en 12 mois. Et c'est pas évident parce que t'as pas la taille de l'équipe qui permet de le faire. Mais quand tu es une start-up, tu as faim et tu prends. Tu dis pas à un client: «Excuse-moi, alors attends, il faut que je dimensionne l'équipe, il faut que je vois si mon producteur au Vietnam et en Chine est capable de me produire ça». Je me souviens, notre premier gros client qui était Just Eat, on a Ouais, bien signé sûr. sans avoir de vélo, sans avoir de tech et sans avoir les équipes. Et on avait 3 mois pour monter le truc. Donc c'est un peu l'agilité d'une boîte. Donc c'était quoi ta question? C'est On s'est les... perdu. Ouais, même moi, je me suis perdu sur mes propres questions parce que du coup, tu m'as parlé, j'étais emballé sur ça. Ah oui, on parlait des auto-entrepreneurs. Non, des auto-entrepreneurs. On a fait le test avec des vélos en seconde vie. En fait, on s'est dit, on connaît pas ce marché. Il faut qu'on l'apprenne. Il faut qu'on apprenne ses codes. Il faut qu'on apprenne quel est le pricing qu'on va faire. Parce que le pricing n'est pas évident non plus. Ça dépend aussi de leur rémunération à eux en tant que livreurs, etc. Donc, on a pris les vélos qui nous ont été retournés après une première période de location longue durée. D'accord. Parce que tu les louais sur combien de temps, tes vélos? C'était... Notre best-seller, c'est 24 mois. C'est 24 mois. Ouais. Donc, tu es obligé de mettre un peu de cash pour les avoir ou pas au début Pour avoir les vélos? Ouais, tu payes ton abonnement, comment ça marche? Mensuellement et tu payes, mais tu n'as pas d'argent. Premier loyer majoré. Ouais, voilà, c'est ça. Alors maintenant, on le fait parce qu'on est devenu Ok. vraiment C'est- une des pros tu peux maintenant le faire et tu as la légitimité de le faire. Exactement, Au début, pour c'était réduire pas le le cas. risque, etc. Mais aussi Mais parce que maintenant, tu pas de évangiles multiples. un marché, donc tu y vas avec... tu essayes de bousculer un peu les codes. Mais oui, c'est-à-dire, tu arrivais, tu signais un contrat de location sur 24 mois et tu payais un abonnement tous les mois qui comprenait l'usage de ton véhicule, la maintenance, c'est-à-dire le fait d'avoir des techniciens qui se rendent dans ton point de vente pour faire la réparation, etc. Une fois que ces vélos nous ont été retournés, on s'est dit: «Bon, bah, on va le reconditionner et on va tester les auto-entrepreneurs». Et puis c'est comme ça qu'on est passé d'un use case purement de vélo reconditionné, de vélo d'occasion, à maintenant, on propose du vélo neuf parce qu'on a cette maîtrise du véhicule D'accord. et du software qui est derrière. Et ce qui est fou, c'est que, tu vois, tu parlais de reconditionner un vélo déjà existant. En vrai, un vélo, quand tu le files à un livreur, Ouais. il a une durée de vie de combien de temps? Alors nous, on arrive à étirer la durée de vie d'un vélo jusqu'à 48 mois à peu près. 48 mois? Ouais. Ok. En fait, nous, si tu veux, tout l'enjeu, c'est pas le vélo. Parce que le vélo, c'est pas un produit avec une vétusté, une obsolescence accélérée, comme un iPhone, un iPad. C'est-à-dire que il y a pas de technologie qui a une obsolescence programmée ou accélérée. C'est-à-dire, c'est un hardware qui peut vivre des années. D'ailleurs, nombreux sont ceux qui ont récupéré le vélo de son grand-père, de sa Ouais, grand-mère. c'est vrai. Pas Donc très confortable, hein, parce que ça a beaucoup évolué, mais... Exactement. Par contre, le vrai sujet, c'est la batterie. Parce que la batterie, c'est inconsommable et que
au fil du temps, la performance de la batterie, elle diminue. Et puis nous, on sort la batterie et le vélo quand le vélo ne peut plus faire à minima 40 km d'autonomie parce que c'est plus adapté à notre D'accord. métier. Les livreurs se plaignent, ils doivent louer deux batteries, enfin, ça fonctionne pas. Donc, on se dit, OK, on retire le vélo à ce moment-là. Et là, on va le revendre à des reconditionneurs pro qui vont le proposer en B2C. D'accord. Parce que tu peux Mais nous, on pas arrête. changer juste la batterie. Enfin, Si tu peux, mais c'est à peu près 40 à 50% de la valeur d'un véhicule. d'accord, ok. D'accord. Mais ça, c'était un calcul que toi, tu as Il fait y a peu d'intérêt. en interne Oui, oui. et que tu te dis, bon, bah, autant changer le vélo, quoi, Ouais, c'est ça? exactement. Et puis on le vend surtout. Ouais, Donc c'est on ça. le vend, ça nous permet de refinancer un nouveau véhicule. Ok, facilement. Ok, non, mais c'est hyper intéressant comme question. Et tu parlais beaucoup de VC Ouais. et tu as dit, on est des entrepreneurs atypiques. En vrai, au début, bon, les gens se disaient, est-ce qu'on adresse la bonne cible? Mais au final, si j'ai suivi un peu ton histoire, parce que j'ai quand même un peu cherché ce que tu faisais, quand même, j'ai vu que vous aviez quand même levé avec des VC. Ouais. Vous avez quand même trouvé des gens qui voulaient vous financer. Mmh. C'est hyper important, je trouve, parce que c'est une relation de confiance. On en parle un peu dans les épisodes, mais c'est vrai qu'on parle souvent des chiffres, de la stratégie. Les gens sont assez fiers de dire quand ils ont levé. Ça, c'est une vraie réalité. Ce qui est absurde. Mais ce qui est souvent absurde et puis surtout, on paye, je dirais, les musiciens à la fin du bal. Donc en vrai, c'est quand on est en exit ou à la fin, Mmh. qu'on peut être content, d'avoir investi et puis vous, d'avoir choisi les bons investisseurs qui vous ont accompagnés. Ouais. Toi, aujourd'hui, qui t'a pris comme investisseur? Ou en tout cas, est-ce que tu as vraiment choisi ou à un moment donné, tu as eu un peu le couteau sur la gorge et tu t'es dit: «Bon, bah, faut que je prenne eux parce que je sais pas, j'arrive à la fin, c'est les seuls qui s'intéressent un peu à nous». Ouais. Quelle est la réalité vraiment du marché de la levée de fonds? Parce que quand tu entends les gens, souvent et tout le monde te dit: «C'est génial», sauf qu'en off, bah, c'est pas si génial que ça. Ouais. Comment ça marche vraiment? Parce que tu donnes une part de ton capital à des gens. En vrai, on va être honnête, vous avez traversé des galères sur ce temps long. Ouais. Et en vrai, ces investisseurs-là, ils sont là du premier jour jusqu'au dernier jour. Comment on les choisit? Alors nous, ce qui a beaucoup joué en notre faveur, c'est le fait que quand on a démarré, on avait du chiffre d'affaires, puisqu'on a démarré dans les points de vente d'Hautemann et Jamil. OK. Donc tu t'es servi de Domino's Pizza, en tout cas des franchises, Exactement. de tes associés pour te dire: «Allez go, on va tester» et vous C'était les nos louez clients. limite à vous-même, quoi. Exactement, exactement. C'est nos clients. Est-ce que ça fonctionnait? Est-ce que ça fonctionnait dans leur business model, dans la gestion de leurs marges, heu donc si tu veux, on n'est pas parti d'un PowerPoint. On est parti Oui. d'une boîte qui avait quand même de l'activité et on est parti avec aussi 2 entrepreneurs. En fait, il y a la réalité, c'est que le monde du VC, alors on n'a pas commencé par le VC direct, on a commencé déjà par des business angels, des clubs, de Oui. BA. Tu allé voir ta famille? Vos amis? Oui, 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 Ouais. bah, déjà, je remercierai jamais, mon ancien employeur qui m'a beaucoup aidé. D'accord. Qui est un des premiers business angels? Non, pas business angel, mais tu sais, laisser partir un de tes collaborateurs dans de bonnes conditions qui lui permettent d'aller entreprendre, c'est une aide, en D'accord. quelque sorte. Tu veux parler de rupture conventionnelle, quoi. Voilà, exactement, exactement, Non, mais mettons les exactement. termes. Mais Non, du mais c'est et vrai, mais par contre, c'est une aide, non négligeable. Je sais ô combien c'est difficile pour beaucoup d'entrepreneurs de se lancer quand ils sortent d'un grand groupe et que leur employeur ne veut pas de rupture co et tu exactement. pars, tu rien, quoi. Oui, c'est ça, c'est ça, et pour le coup, j'ai eu le soutien d'EY dès le départ, dès que j'ai fait part de mon projet, ils ont été à l'écoute. Alors forcément, c'est pas dans la culture de la boîte de faire des ruptures, mais quand il y a des projets qui sont concrets, qui ont du sens, bah, finalement, moi, j'ai été OK. plutôt épaulée, et jusqu'à maintenant, d'ailleurs, hein, j'ai encore de super contacts avec mes anciens collègues et mes anciens C'est ton chefs, expert comptable ou pas? non, mais c'est un peu les conseillers de l'ombre, tu sais? OK. Non, mais il en faut. Voilà, et puis j'ai découvert cet écosystème, grâce à EY, enfin, Frank Sebag que tout le monde connaît, très connu dans l'écosystème des startups, faire des rencontres, des liaisons, donc voilà. Donc effectivement, on est parti quand même avec, une activité existante, avec des profils d'entrepreneurs, heu, qui peut être séduisant pour une certaine typologie d'investisseurs. Donc 15 ans, ils ont fait 15 ans ce métier, Hautemann et Jamil, donc c'est des entrepreneurs, donc heu, d'anciens chefs d'entreprise. Moi, plutôt ce côté un peu financier et cetera. J'ai On une question un peu peut-être qui fâche, mais Ouais. est-ce que, quand tu vas voir un investisseur parisien,
On en parlait, il y a eu Carlos Diaz qui est passé il y a pas longtemps. Ouais. Il disait, Pierre, de toute façon, les VC, c'est du mâle blanc issu des quartiers ouest parisiens. Ouais. C'est hyper dur d'être franchisé Domino's Pizza. Ouais. Mais surtout quand tu vas voir un gars qui a fait les plus grandes écoles et tu lui expliques que tu es entrepreneur parce que tu as une franchise Domino's Pizza, est-ce qu'il te reçoit bien? Bah non, mais bien évidemment, c'est pour ça qu'il faut choisir. Il faut choisir à qui tu t'adresses. Nous, on s'est adressé à des business angels qui sont entrepreneurs. C'est-à-dire qu'ils ont cette culture de l'entreprise et de l'entrepreneuriat, pas la culture de l'investissement, ce qui n'est pas pareil. C'est-à-dire qu'un BA qui n'est pas un ancien entrepreneur, qui a investi son argent en espérant un retour sur investissement, c'est pas pareil que d'aller voir un entrepreneur qui est issu d'un tissu entrepreneurial. Nos premiers investisseurs BA, c'était les Mulliers. Donc, une famille d'entrepreneurs, Benoît et Bertrand Leclerc nous ont soutenus dans notre projet, ils ont cru à notre projet, mais parce que c'est des entrepreneurs nés. Ils connaissent le monde de l'entreprise. Quel que soit ton profil, c'est pas ça qu'ils regardent. Ce qu'ils regardent, c'est ton projet, la viabilité de ton projet, la pertinence de ton projet, mais ils s'en cognent en quelque sorte que tu aies fait HEC, Polytechnique Centrale ou Supélec. Enfin, le sujet n'est pas là. Donc, on a commencé avec d'abord les BA, et puis comme ça a bien fonctionné, on a commencé à être séduisant pour du VC. Et encore, du VC qui comprend le hardware. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup en France alors. Hein. Ouais. Oui. Qui comprend la mobilité. Un peu plus, là, il y a des acteurs de la mobilité en France. L'un de nos investisseurs, c'est VIAID, qui est quand même le fonds de référence dans la mobilité. Et qui comprennent aussi notre projet, parce que notre obsession depuis le départ, c'était pas de faire du hardware. Notre obsession, c'est d'être un leaser. Nous, ce qu'on veut faire, et ce qu'on a toujours voulu faire, c'est être un loueur, un leaser, une credit company pour ceux qui font de la livraison du dernier kilomètre, quel que soit le véhicule. Donc là, tu me parles de vélo, donc il n'y aura peut-être pas que le vélo qui va arriver. Maintenant, on fait de la remorque électrique. Alors, on fait de la green mobilité, mais du coup, on a une gamme qui est très étendue, qui part du triporteur au vélo cargo, au vélo 2 roues, à la remorque électrique. Nous, l'idée, c'est qu'on puisse être un petit forestier du 2 et du 3 roues, ou un fréquin du 2 ou du 3 roues. C'était ça notre ambition. C'est quand même une belle ambition. Ouais. Oui. Non, mais ça, c'est pas évident. Parce que tu te dis, comme l'histoire du service. Donc, le service, au début, était in-house. Et aujourd'hui, on est en remote. Mais c'est un passage obligé de faire du in-house pour pouvoir faire du remote et être scalable. Aujourd'hui, on ne fait plus le service que en propre à 100%. On a le réseau des garages Midas qui font la réparation de nos vélos. On a des vélocistes locaux. Donc, on peut aujourd'hui louer du vélo à Toulouse, à Clermont-Ferrand. Peu importe, on n'est pas obligé d'être présent physiquement. Ce qui était au début, ce qui n'était pas le cas, parce que j'imagine que tu devais ouvrir par ville. Exactement. C'est ça, tu devais te dire à Paris, à Lyon, ou je sais pas, ou à Marseille. J'étais obligée. Encore une fois, c'est une population dont personne ne veut. Donc, je vais appeler un vélociste à Lyon et je dis, écoute, je vais t'envoyer des livreurs ou entrepreneurs pour faire la réparation de leur vélo. Déjà, le gars, il est occupé avec son B2C. Il n'a pas envie de s'ennuyer avec une nouvelle population qu'il ne maîtrise pas, sur un vélo qu'il ne maîtrise pas, des pièces détachées qu'il ne maîtrise pas, etc. En revanche, se dire, prenons l'exemple d'un Midas ou d'un autre garage, un garage de voitures, en ville. Il se dit, j'ai de moins en moins de flux de 4 roues. C'est la réalité, on est en milieu urbain, il y a moins de voitures qui circulent en ville. Donc j'ai moins de flux, moins de chiffre d'affaires. Donc je vais regarder les nouvelles mobilités. Donc je vais regarder le vélo, la trottinette, etc. Sauf que quand tu es dans un particulier, tu as une réparation, une panne, peut-être une fois tous les 6 mois. Oui. Tu vas pas crever tous les jours. Tu vas pas faire la révision de ton vélo tous les jours. En revanche, la population des livreurs, c'est le cas. Donc tu as du flux. Et c'est là où c'est là où on peut maintenant faire du remote et dire toc toc toc, est-ce que tu veux bien faire la réparation pour mes vélos? Moi, je pense que là où tu te trouves, tu vas au moins avoir 20 passages par jour. D'accord, ok. Tu vas faire 20 crevaisons par jour. Si tu fais 20 crevaisons par jour à 30 € la crevaison, c'est quand même du chiffre d'affaires qui vient compenser les anciennes mobilités. Ouais, je comprends. Et du coup, comment ça marche? C'est qui paye l'entretien du vélo? Enfin, par exemple, là, je crève. Ouais. C'est le celui qui utilise qui paye sa crevaison. Comment? Tout dépend du forfait que tu as. Ok. Donc, soit tu as un forfait où la maintenance est comprise. Et donc, tout ce qui est réparation d'un usage normal du vélo. Donc, crevaison, serrage des freins, c'est compris dans ton forfait. Donc,
tu le fais chez notre partenaire et puis c'est une relation entre nous et lui. Ok. Donc s'il arrive et puis en gros tu gères quand même des flux financiers de quand le mec arrive, il paye, ça t'envoie la facture. Exactement. Moi, je reconnais le chiffre d'affaires de ce forfait de maintenance. D'accord. Et donc, en fait, c'est juste que j'ai une facturation soit à l'acte chez mon partenaire, soit ce forfait lui revient pour Ouais, je partie. comprends. Ok. Soit c'est des réparations qui ne sont pas incluses dans ton forfait, qui est ce qu'on appelle, nous, le careless use, donc une utilisation imprudente du vélo, donc la casse, tout ce qui n'est pas d'un usage normal. Ok. Tu arrives avec tes pneus lisses, c'est que tu n'as pas fait que de la livraison, Ouais. tu t'es amusé. Et tu arrives à avoir des données précises sur ça? Ouais. Parce que est-ce que tu peux dire au gars, le gars te dit non, mais j'ai roulé de manière simple. Est-ce que tu Nous, on peux a une géolocaliser le grille. vélo? Ah, Est-ce bien que tu sûr. sais, je sais pas, tu as des infos, des remontées du terrain de ce que. Comme on a de la télématique, on sait pendant un moment, on a récolté un certain nombre de data Ouais. qui nous disait, un vélo, faut changer les freins tous les 800 km. Ok. C'est des KPI assez précis, quoi. Voilà. Si tu viens changer tes freins alors que tu l'as changé à 120 km, c'est que tu as mal utilisé tes freins. Ouais. Si tu changes tes pneus une fois tous les mois, alors, nous, on a le nombre de kilomètres qui est remonté, donc on sait exactement le nombre de kilomètres que fait un vélo. Donc il y a on a des métriques qui nous disent c'est pas une utilisation normale. Ouais. Alors, nous, au lieu de facturer le kilomètre, parce que il y a deux manières de faire dans la location financement. Soit tu factures, tu fais du kilométrage illimité et tu factures de la panne parce que tu as un usage qui n'est pas normal. Ouais, je comprends. Soit tu factures au kilomètre supplémentaire et tu dis moi, je te loue un vélo pour faire 300 km par mois. Ok. Et tout kilomètre supplémentaire, c'est X centimes de location en plus. Et c'est là où tu marges, j'imagine, encore Voilà, mieux, nous, on quoi. a fait dans l'autre sens. Nous, on Ok. dit, OK, de toutes les manières, tu es un livreur, on sait que c'est limité, on peut pas te dire tu fais 300 km. En revanche, tout le service, c'est de la surfacturation. Et Ok. donc là, dans ce cas-là, c'est du chiffre d'affaires qu'encaisse notre partenaire directement. Ok. Non, mais c'est hyper intéressant. Et justement, là, aujourd'hui, tu parlais de vélo, de faire passer à des garages pas mal de flux. Ouais. Aujourd'hui, c'est combien de vélos, la flotte de Vélivélo? Depuis le début, on a mis en circulation 5000 vélos. D'accord. Et aujourd'hui, on doit avoir 2500, 2700 vélos qui circulent, mais parce que tu as toujours ce mécanisme de sortir les vélos en troisième vie, les vendre. Donc voilà, en France, on doit avoir 2500 vélos qui tournent. D'accord. Et tu parlais un peu aussi du Maroc Ouais. et de l'Espagne. De l'Espagne. Vous avez quoi là-bas? Eh ben, on a ouvert même activité. Donc à Madrid, on a ouvert en février 2025. Super beau marché où il y a tout à faire. Les mêmes problématiques qu'en France? Même problématique qu'en France. En fait, si tu veux, on est quand même une activité de capital. Où nous, le sujet, encore une fois, ce n'est pas la mobilité. Parce que souvent, les gens nous disent: «Non, mais attends, tu vas à Madrid, mais il y a très peu de pistes cyclables. C'est pas une ville qui est bike friendly». C'est pas ça le sujet. Le bike friendly va venir après parce que s'il y a de la livraison, il va falloir adapter les villes pour qu'il y ait moins de congestion, moins de trafic, etc. Donc ça va être une conséquence en quelque sorte. C'est pas parce qu'il y a des pistes cyclables que la livraison se fait à vélo. C'est parce qu'il y a des sujets économiques. Encore une fois, un vélo, ça coûte 2 fois moins cher qu'un scooter et 5 fois moins cher, un triporteur, c'est 5 fois moins cher qu'un utilitaire type Nissan NV200 ou un Berlingo, enfin voilà, ou un Trafic, ou peu importe. Et donc c'est surtout une décision économique avant d'être une décision écologique. Oui. L'entrepreneur, il dit, et dans le last mile, les marges sont très faibles. Ce dernier kilomètre, et Ça, c'est un gros problème, mais pour tout le monde, hein. De toute façon, c'est ça, le même notre plus sujet gros pour challenge. Amazon. Tu sais, là, il y a eu l'installation des box un peu Ouais. partout pour. En fait, tout le monde me dit que dans la livraison, Ouais. c'est le plus compliqué, c'est le dernier kilomètre. C'est notre plus gros challenge. Tout à l'heure, tu m'as dit, Asma, c'est quoi votre plus gros challenge? Notre plus gros challenge, aujourd'hui, on n'a pas encore le succès qu'on pourrait avoir, ou que nous, on aimerait avoir, parce que les livraisons sont pas suffisamment bien payées. Ok. Ce fameux dernier kilomètre n'est pas bien payé par les donneurs d'ordre, quels qu'ils soient, hein. Et pourquoi? Parce que on est encore dans un. Tu sais, c'est comme au début, Uber, tu avais 48 000 vouchers. Donc, tu prenais un Uber, tu avais 20% moins, 20 € de coupons. Enfin, voilà. Aujourd'hui, la livraison, elle n'est
pas refacturer au coût que ça coûte à celui qui fait la livraison. Il rechigne sur ses marges ou sur son prix ou peu importe. Le Amazon Prime, pour te dire la livraison est gratuite, la livraison n'est absolument pas gratuite. Donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ceux qui font la livraison ont des marges très faibles et ils ont une santé économique très fragile. Et les premiers qui sont impactés, c'est nous. Parce que quand tu prends une tournée dans Paris 12e, etc., et que tu es hyper content, tu as pris la tournée d'un donneur d'ordre, le donneur d'ordre te presse pour livrer. Si tu livres pas dans les temps, tu payes des pénalités. Donc non seulement tu te fais pas payer ta livraison, mais tu payes des pénalités à ton donneur d'ordre. Et puis s'il te coupe la livraison, bah du coup, tu te retrouves avec une flotte de vélos que tu ne peux pas utiliser parce que tu ne fais plus Paris 12e. Donc on arrête de nous payer. Et c'est ça le plus gros challenge pour nous. On sait que ça va arriver. Aujourd'hui, ton Uber, tu le payes normalement comme tout le monde. La livraison du repas, c'est fini, il n'y a plus de livraison gratuite. On voit bien dans le détail de ta commande, tu as frais de livraison qui sont aujourd'hui impactés. Au début, tu n'avais pas ces frais de livraison. Tu disais, OK, tu commandes pour 20 €, 30 €, la frais de livraison sont gratuits. On n'est pas encore là. La cyclo-logistique, elle n'est pas encore évangélisée à 100%. C'est pas correctement payé et du coup, c'est encore une économie fragile. C'est encore des acteurs qui sont très fragiles sur des véhicules qui sont coûteux parce que faut pas croire, mais le vélo, c'est pas moins cher qu'un scooter et c'est pas moins cher en conception. Dans la location, oui, mais c'est pas moins cher qu'un utilitaire. Ouais. Est-ce que ceux qui commandent sur Amazon, en fait, sont pas responsables de la précarité des livreurs? C'est un débat sans fin. Est-ce que si aujourd'hui on donne le choix à un consommateur de payer la livraison, est-ce qu'il le ferait? Je suis pas sûre. Tu vois, quand je vois ce qui s'est passé dans le textile, on a beau dire c'est pas écolo, ça se passe, enfin, commander sur Chine, non, il faut pas faire. Et pour autant, les gens le Beaucoup le font. font. Ouais. Et puis s'ils ont ouvert au BHV, c'est bien parce qu'ils ont une clientèle et qu'ils l'ont dimensionné, qu'ils l'ont évalué. Donc oui, on est responsable. Après, écoute, la vie et le pouvoir d'achat fait que, bah, tu pas trop le choix, en fait. Si on te propose une gratuité, tu vas pas faire le grand seigneur et dire: «Non, non, alors moi, je veux pas de la gratuité, les amis, je vais payer 2, 3, 4, 5 € pour me faire livrer». Pour faire la livraison. Non, c'est très clair. Et justement, tu as pas mentionné combien d'argent tu avais levé? Tu as levé combien de fois déjà, peut-être? On a fait 3 tours. Heu, on a levé à peu près 7 000 000 en equity et autant en dette. D'accord, OK. Parce que la dette, j'imagine, finance Mon hardware. ton hardware. OK. Ouais. Ouais, hyper intéressant. Et aujourd'hui, là, parce qu'il nous reste encore quelques minutes, Asma, Yes. mais aujourd'hui, c'est quoi les ambitions? Et c'est quoi, aujourd'hui, si tu devais me faire une photographie à l'instant T de ce qui est Véli-Vélo, peut-être en termes de CA, tu m'as donné un peu le nombre de vélos, Oui. en termes de personnes, parce qu'en fait, tu as un rôle, tu parlais d'impact, heu, tu as un nombre de salariés, j'imagine, Mmh. mais tu as aussi des KPI, j'imagine, sur, ce que tu contribues à créer. Mmh. En tout cas, j'imagine, peut-être le nombre de personnes qui ont utilisé ta flotte, l'impact social que ça a. Mmh. Peut-être qu'aussi tu as d'autres KPI, beaucoup plus précis sur l'impact, que tu matérialises. C'est quoi la grande photo aujourd'hui de Véli-Vélo que tu ferais? Hem, Nous, ce qui nous anime tous les matins, c'est effectivement d'être une boîte à impact et une boîte qui a pas que de l'impact écologique, mais de l'impact social. Mon rêve, enfin mon ambition, voilà, ce qui est très étonnant, c'est qu'il se crée un vrai lien de communauté. Aujourd'hui, on a une communauté de livreurs VIE. D'ailleurs, Tu l'animes cette communauté? on l'anime, du coup, on a un espace, tu sais, ils ont pas de lieu où se retrouver. Ouais, bien sûr, Enfin, ils j'imagine. ont Ouais, pas de non, lieu. bien sûr. Ils ont pas de lieu Mmh, physique, tu veux exactement. dire, Donc c'est pour ça qu'on les retrouve, à attendre sur les bancs, à devant le l'extérieur, McDo, devant le McDo, dans des grands, boulevards, enfin à République, Bastille, enfin Montparnasse, donc tu as des zones de regroupement comme ça, et donc par des conditions météorologiques pas très sympathiques, c'est pas très agréable pour eux. Donc c'est très drôle parce que quand ils viennent chez nous, ils prennent le café, c'est un peu leur moment de rencontre avec les copains, ils échangent 2-3 mots, et d'ailleurs ils disent: «J'ai un Véli-Vélo». Très drôle parce que le vélo s'appelle pas du tout Véli-Vélo, c'est le nom de la boîte, donc
on a un Véli-Vélo, donc il y a une vraie communauté et un vrai sens de reconnaissance. Enfin, en tout cas, ils se reconnaissent un peu dans la marque, Ouais. qui se veut aussi être là pour eux. Donc moi, mon rêve, c'est de voir ces hubs être un peu partout, heu, pour qu'on et faire cette communauté de livreurs. OK. C'est assez fou que tu me dises ça, je te coupe, hein, mais Ouais, ça me fait penser, bah, je pense que tu connais, aussi 100 fois, mais Sterling, ouais, tu sais? Et ça fait un peu ce truc de communauté, ouais. mais au final, ta manière dont tu vois ton projet, ça dépasse la Du location vélo, pure, quoi, bien tu vois? Ça veut évidemment. dire qu'en soi, tu as récolté tellement d'infos, tellement Ouais. de choses sur eux que tu peux Bah, vraiment faire des choses là, de on fou, va quoi. lancer typiquement, on a lancé il y a quelque temps, on a travaillé avec un partenaire, un produit d'assurance taillé pour eux. D'accord, Une assurance se casse du téléphone, parce d'accord. que leur téléphone est sur le vélo, qu'il est accroché pour suivre leur trajet et puis, tu prends les pavés, tu prends, des routes, pas en super, bon état, tu as le vélo qui tombe, tu as ton téléphone qui tombe donc pensez à une assurance smartphone. OK. Bah, c'est ce que Lydia avait fait. Lydia, à l'époque, ils avaient dans leur app, ils avaient proposé, à l'époque, il y a quelque temps, je crois Ouais. que ça marche plus d'ailleurs, mais une app, tu vois, pour, enfin une C'est-à-dire que assurance, tu vois, et téléphone, ouais. casse de téléphone, tu vois? Mais parce qu'on capte une population qui n'est nulle. C'est pas une population sur LinkedIn. Alors, tu peux faire toutes les publications que tu veux, Ouais, tu tu auras pas pas de sur LinkedIn. like. C'est pas une population, que tu peux, scraper enfin, tu peux dire: «Allez, je vais regarder, les enfin, les sirettes et je vais trouver un numéro de sirette et boum, je vais faire mon démarchage de cette manière». Tu vas pas les trouver. Tu vas les trouver sur les réseaux sociaux et encore, tu vas les trouver surtout dans des groupes Facebook de riders, et OK. cetera. Mais du coup, nous, on a à peu près, dans notre communauté plus de 1000 livreurs, et sachant qu'on a commencé les auto-entrepreneurs qu'il y a pas très longtemps et avant on était très focus sur le B2B. Donc si nous, on a arrivé à capter cette population que beaucoup de gens n'arrivent pas à capter. Donc on parle d'assurance, mais on peut parler aussi, des cartes bancaires prépayées. On peut parler d'un marché énorme en fait, et nous, c'est ce qu'on veut c'est-à-dire, bon, bien sûr, tout en gardant notre ADN d'être nous, on veut être la référence du financement. Ouais. Demain, on veut être capable aussi, par exemple, s'il faut sortir une scorecard du livreur, parce qu'on sait quel est son comportement financier avec nous. Est-ce qu'il paye, sa location tous les mois? Est-ce qu'il a eu des mois d'impayés? Est-ce qu'il a eu des vols? Quel est le nombre de casses qu'il a eu ou de comportements anormal avec le véhicule? Ça te donne un profiling de la personne. Ce profiling de la personne peut lui permettre d'aller peut-être aller chercher du microcrédit, prendre un abonnement téléphonique, enfin, peu importe, mais nous, on est le premier interlocuteur. On est le pied d'entrée dans l'économie du pays. Donc franchement, le champ des possibles est incroyable. Après bon, pour y arriver, on a encore pas mal de milestones à Passé. à passer, mais on est là, quoi. On est là, OK. Ouais. Non, mais super. Non, mais c'est hyper intéressant, Asma, parce que moi, c'est des sujets que je connaissais pas du tout. En toute honnêteté, alors un petit peu tout ce qui est leasing, et cetera, comment Ouais. ça fonctionne, j'ai déjà vu des boîtes, mais plutôt sur les voitures électriques, Mmh. tu vois, qui sont sur un schéma, bon, c'est un peu similaire, mais c'est sur des choses où c'est beaucoup plus présent sur la voiture électrique que ça l'est sur le vélo. Ouais. Hem, Peut-être, Asma, le mot de la fin, parce qu'on est bientôt à la fin. Hem, c'est passé vite et Ouais. j'ai eu plein de questions à te poser. Je vais pas pu toutes les poser, mais c'est pas grave, peut-être que dans quelques années, on refera un épisode 2. Hem, Plutôt une question et le mot de la fin, je vais te le donner, Asma. En vrai, tu as un peu le micro, pour toi, ces dernières minutes, et en vrai, tu peux aborder le sujet que tu veux, sous l'angle que tu veux, Mmh. et je n'ai rien à dire, donc tu es libre et je rebondirai pas dessus, donc c'est toi qui vas laisser Ah là là, la dernière voix, les dernières paroles sur le podcast. j'étais pas préparée à ça, Tu vas trouver, c'est sûr. non, mais je pense à plein de choses, j'aurais pu parler un peu du female founder, qui est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que je trouve que c'est déjà compliqué d'être entrepreneur, mais d'être femme entrepreneur, c'est pas évident. On parlait des difficultés de levée et la réalité, c'est que on a quand même des chiffres qui nous montrent clairement que quand tu es, female founder, tu as quand même une difficulté, pour lever et c'est pas parce que les VC veulent pas, mais c'est juste un biais cognitif qui est naturel, voilà. Je pourrais aussi parler,
des temps un peu durs en ce moment à lever et aussi les temps durs du vélo parce que j'ai vraiment une pensée à tous mes camarades de confrères qui ont du mal avec de la prod, gestion du hardware. Et puis tu sais, c'est quand même c'est quand même une activité qui est très impactée par plein de choses. Là, on est en pleine guerre. Je peux te dire que va falloir être patient pour se faire livrer la prod. Ouais. Enfin voilà, je pense à plein de choses. Moi, c'est le mot de la fin. Je dirais plutôt l'entrepreneuriat est un monde assez passionnant. Et je pense que les gens n'y vont pas par la peur de l'échec. Mais je pense que l'échec est surtout une courbe d'apprentissage. Faut pas s'arrêter à l'échec. Enfin, il faut pas avoir peur d'échouer. Et on n'a pas cette culture ici en France. Contrairement aux anglo-saxons, qui eux peuvent sur une idée, même un début d'idée, se lancer et se dire ok, je vais tester, je vais voir, et puis si ça fonctionne pas, c'est pas dans mon passif, c'est dans mon actif. Et donc mon mot de la fin sera celui-ci: l'échec est un actif, c'est pas un passif. Faut pas avoir peur de l'échec, et il faut y aller, et puis être résilient, la résilience. La résilience. Ouais. Merci beaucoup, Asma, parce que c'est des beaux mots. Et même à la fin, tu parles de comptabilité, actif, passif. Donc en vrai, je pense que tu es un peu matrixé par ça. Non, mais c'était un beau mot de la fin. Et merci beaucoup, Asma, Merci parce à que toi, c'était Pierre. hyper enrichissant d'avoir un petit peu tout ça. C'est vrai qu'on aurait pu parler un peu plus des livreurs, du persona type et de rentrer vraiment dans le très dur. Mais l'objectif, c'était d'avoir aussi, je dirais, un peu une vue d'ensemble de ce que tu fais, comment ça fonctionne. Et je pense qu'en 1 heure, c'était un bon échange, et j'ai essayé de poser les questions que tu voulais ou que je voulais entendre de ta bouche, et j'ai eu toutes les réponses à mes questions. Donc merci beaucoup, Asma. Super, merci à toi. Merci à toi.